un instant et on va commencer. Merci bien, merci bien. Bonjour. Donc on va commencer dans 2 minutes. On va commencer à 17h pile. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer dans 2 petites minutes. Oui, 17h à 19h, exactement. Bonjour. Oui, il y a les deux aspects, théorique et pratique. Bonjour, bonjour. Juste 1 minute, on va présenter le plan, on va présenter ce qu'on va faire. Merci. Il faut créer un compte d'abord. Il faut créer un compte d'abord. Ce sera déjà enregistré, monsieur Imad, par le staff Huawei. Oui, c'est en haut, normalement, il y a un bouton pour s'inscrire. Dès que vous allez s'inscrire, là, vous pouvez justement remplir le formulaire d'inscription. D'accord. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, j'aimerais vous dire bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre webinaire. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Et avant de commencer, je désire remercier le staff donc de Huawei, plus particulièrement donc Monsieur Ahmed Osman. Un grand merci aussi à celles et ceux qui nous suivent fidèlement et ont assisté donc justement au webinaire précédent. Alors on va commencer donc notre webinaire aujourd'hui, donc intitulé Containerisation avec Docker. Alors il y aura toujours l'aspect pratique, donc je vais vous distribuer tout à l'heure un lien de Drive où vous aurez donc tous les détails donc pour la partie pratique. Alors on va arriver à la fin à pouvoir créer un cluster avec Docker Compose qui contient plusieurs machines qui sont en train de communiquer entre elles. Donc, on va commencer avec des petits trucs, des petits conteneurs isolés. Après, on va essayer de créer un cluster à la fin de cette séance. Alors, on va entamer avec la partie pratique et après, justement, on va essayer de passer à la partie pratique qui va être assurée avec une image donc Ubuntu version 22. Bonjour à tout le monde, encore une fois. Donc, on va commencer maintenant. Alors comme plan, comme je viens de dire, donc on va avoir donc tout ce qui est concept de base, Docker avec les avantages, une comparaison avec les environnements de virtualisation et après, comme je l'ai dit, on va essayer de voir comment on peut créer un cluster avec le Docker Compose, un cluster communiquant avec les différents conteneurs, voilà. L'application sera faite sur donc un cluster Spark et un cluster Hadoop. Donc ça sera une application Big Data tout à l'heure. Alors on va voir un peu les objectifs de ce cours. Donc qu'est-ce qu'on va faire exactement ici? Donc on va essayer de comprendre les cas d'utilisation, les points forts de Docker.
On va essayer de maîtriser les commandes et les techniques de gestion des conteneurs, comment on ajoute un conteneur, comment on ajoute une image, comment on peut supprimer, arrêter les conteneurs. On va essayer de créer des applications conteneurisées, sachant qu'on va pouvoir aussi personnaliser un peu l'image, rajouter des choses dans l'image, on va travailler sur ça aussi. Et pour finir, on va essayer de créer un environnement multi-conteneur, un petit cluster, comme je viens d'annoncer, donc avec Docker Compose. Alors, dans le plan de cours, on a dans la partie pratique précisément, donc on a trois parties importantes. Donc, on va commencer avec la présentation de Docker. Par la suite, on va entamer tout ce qui est concepts fondamentaux de Docker. Et après, on va voir comment on peut gérer les images avec les conteneurs. Alors, on va commencer notre définition. Donc, c'est quoi le Docker? Alors, c'est une plateforme open source qui va vous aider à automatiser donc le déploiement d'applications. Et ce qui est intéressant, ça va être dans des conteneurs. Alors, bon, j'annonce ça très rapidement. Qu'est-ce que c'est un conteneur avant d'avoir un transparent dédié pour tout ce qui est conteneur. Donc, un conteneur, c'est une sorte de package où on va trouver les dépendances de l'application. Alors, le souci, parfois, on a besoin, par exemple, de lancer une application avec un environnement Linux sur Windows. Inversement, donc on a plusieurs environnements parfois qui ne sont pas compatibles. Alors comment je peux lancer ces applications avec plusieurs contraintes? Alors l'intéressant, c'est que vous n'allez pas installer tout un système d'exploitation, vous allez installer uniquement donc l'application avec les dépendances. Et on appelle ça un conteneur d'application. Donc l'application va être installée avec uniquement ces dépendances dans ce qu'on a appelé conteneur ici. Ah, pour quelle raison on a choisi cette approche? Donc là, pour faciliter la création, le déploiement, l'exécution de l'application de manière cohérente, comme je viens de l'annoncer, sur différents environnements. Comment ça fonctionne? Donc on va utiliser les conteneurs qui vont isoler l'application avec les dépendances dans un environnement virtuel, sans pour autant utiliser une machine virtuelle complète. Alors, on va passer à l'historique. Alors, ça a été créé en 2013 avec donc Dot Cloud comme entreprise. L'objectif initial, donc, c'est d'améliorer le déploiement d'applications via des conteneurs légers, et c'était plutôt pour créer ce qu'on appelle le PaaS. Alors, c'était l'objectif de créer une application plateforme as a service. Et ça a commencé par un petit projet déployé dans une entreprise avec une activité de type cloud. Alors en 2014, donc ça devient un open source, donc donc c'est publié comme effort. Et les grands acteurs ICT ont montré beaucoup d'intérêt pour justement avancer sur tout ce qui est Docker. 2017, l'entreprise Docker a été lancée. Et elle a offert une solution complète pour gérer le cycle de vie des conteneurs en entreprise. Après, vers l'année 2018-2019, donc là, le Kubernetes gagne en population pour l'orchestration des conteneurs. Alors, pour tout ce qui est partage de charge, par exemple, pour la création de plusieurs conteneurs, selon la charge, si la charge elle est augmentée, on va pouvoir demander plus de conteneurs. Si la charge baisse, on peut réduire le nombre de conteneurs. Donc là, l'orchestration de conteneurs va être un peu, on va dire, adaptée à la charge et aux conditions qu'on a à un instant bien déterminé. Alors, je tiens à préciser que nous aurons aussi un webinaire Kubernetes, juste, je pense, le mois de décembre. Donc, ça sera en effet une continuité de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on a commencé avec Docker et après, on va essayer de travailler avec Kubernetes, qui est justement en train d'utiliser donc les conteneurs Docker pour assurer donc le partage de charges, la reprise s'il y a des problèmes, d'une manière automatique. Aujourd'hui maintenant, donc le Docker est devenu un standard pour la gestion et le déploiement d'applications conteneurisées et en développement comme en production ici. Alors, juste après pour le lien de Drive, juste après. Alors, on va passer maintenant au cas d'utilisation courant de Docker. Donc là,
on aura donc l'amélioration de l'efficacité de déploiement et de la gestion des applications. On peut avoir des cas d'utilisation où on peut gérer donc tout ce qui est déploiement d'applications web d'une manière, on va dire, efficace ici. L'orchestration de tout ce qui est microservices, donc tout ce qui est architecture microservices, donc utilise donc le Docker. L'exécution d'un pipeline continuous integration, continuous deployment pour tout ce qui est DevOps. Création d'environnements de tests isolés pour chaque, on va dire, utilisation. Et ça permet aussi de créer un package complet d'applications pour les exécuter dans des environnements cloud. Voilà. Et pour finir, donc ça permet aussi de faciliter la transition vers l'informatique dématérialisée ici. Alors, pour mieux comprendre la différence entre conteneur et machine virtuelle, je viens de présenter dans ce transparent, pardon, donc la définition la différence et la définition des deux, et après on aura un petit graphe explicatif. Alors, pour commencer, donc qu'est-ce que c'est? Je préfère répondre tout à l'heure sur les questions, si vous permettez. Donc, on se concentre un peu sur l'objectif et après vous pouvez poser vos questions à la fin. Merci. Alors, pour tout ce qui est machine virtuelle, donc là, qu'est-ce que c'est une machine virtuelle? Donc là, euh, donc si on a plusieurs machines virtuelles, euh, donc là, ces machines vont partager le même matériel physique. Chaque machine VM dispose de son propre noyau et fonctionne de manière isolée. Donc, en effet, on va utiliser une image complète de système d'exploitation, généralement montée à partir d'une image ISO. D'accord? En raison de cette isolation complète, les VM sont plus lourdes en termes de consommation de ressources et requièrent davantage de matériel pour fonctionner efficacement. Donc, pour résumer, une machine virtuelle, elle est, on va dire, indépendante. Si on a deux machines virtuelles, chacun a son propre système d'exploitation, a son propre noyau et elle va utiliser justement une image ISO complète. Alors, on va parler maintenant de tout ce qui est conteneur ici. Donc les conteneurs, ils vont partager le même noyau de LUT. Donc, ils n'ont pas chacun un noyau à part. Donc si vous vous rappelez ici, on a dit que chacun a son propre noyau. Et ils vont pas inclure tous les bibliothèques, ils vont inclure que les bibliothèques et les dépendances nécessaires pour exécuter une application spécifique. D'accord? Donc uniquement de ce qu'on a besoin. D'accord? Alors, ils n'ont pas besoin d'un système d'exploitation complet, ce qui le rend beaucoup plus léger. C'est de là, on voit bien que notre objectif est réalisé. Alors, on a une figure, comme je viens de le dire. Là, on va montrer la différence entre virtualisation type 1, type 2 et type 3, justement. Alors, on va essayer d'expliquer la différence entre les deux. Donc, regardez. Là, pour la virtualisation, l'objectif, c'est avoir des machines virtuelles. Et là, vous pouvez voir que chaque machine virtuelle a son propre système d'exploitation, que ce soit dans le type de virtualisation type 1 ou le type de virtualisation type 2. Dans les deux cas, vous voyez que le système d'exploitation est toujours présent. Alors, j'aimerais bien préciser la différence entre virtualisation de type 1 et type 2. Alors, pour type 1, regardez, on n'a pas besoin d'avoir un système d'exploitation hôte. Alors, je pense que la majorité de vous ont déjà utilisé VMware ou VirtualBox. Alors, VMware et VirtualBox sont l'exemple d'un virtualisateur de type 2. Alors, c'est quoi type 2? Ça veut dire que votre hyperviseur, qui est par exemple le VMware, va être installé, en effet, sur un système d'exploitation. Alors, là, vous voyez qu'il y a quand même deux systèmes d'exploitation. Vous voyez? Alors, la différence entre hyperviseur type 1, c'est que le type 1 va s'installer directement sur le matériel. Donc, on n'a pas cette composante, en effet, vous voyez bien qu'elle est supprimée dans le cas où vous allez utiliser l'hyperviseur type 1. Alors, si je vous dis que dans l'hyperviseur type 1, on n'a pas besoin d'un système d'exploitation hôte. Ici, on veut comparer en fait les performances. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la solution la plus performante ici? Entre type 1 et type 2. Type 1, justement, type 1, justement.
Euh, alors, je vais essayer de vous montrer pour quelle raison donc le type 1 est meilleur dans ce cas. Alors, s'il vous plaît, pour l'enregistrement, il sera fait par Huawei et il sera hébergé sur le YouTube. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un enregistrement. C'est Huawei qui gère. D'accord? Alors, je reprends. Alors, pour l'hyperviseur type A, regardez, il va travailler directement sur la couche matérielle. Alors, pour ce cas, regardez, le système d'exploitation, il doit passer d'abord par l'hyperviseur. Ensuite, il va passer aussi par le système d'exploitation haute avant de passer à communiquer directement avec le hardware. Vous voyez qu'il y en a beaucoup de couches ici, et justement c'est pour la raison de laquelle on aura besoin donc justement d'utiliser donc un hyperviseur type A dans des cas où on aimerait avoir un système plus performant, un système plus rapide ici. Alors, donc je reprends. Donc, dans les deux cas où on va utiliser type 1 et type 2, dans tous les cas, vous aurez besoin d'un système d'exploitation. Soit vous allez l'installer sur l'hyperviseur qui va justement utiliser le hardware, ou dans l'autre cas, vous allez utiliser un hyperviseur type 2 qui à son tour va être installé sur le système d'exploitation hôte et après il va communiquer avec l'aspect matériel. Alors, on arrive maintenant à tout ce qui est conteneur. Alors, le Docker, maintenant, regardez, il est installé directement sur le système hôte. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a supprimé? C'est la partie système d'exploitation ici de la machine virtuelle. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Uniquement l'application avec l'ensemble des bibliothèques, l'ensemble des dépendances nécessaires pour le fonctionnement d'application. On aura un environnement isolé. Donc vous voyez ici que on a aussi gagné sur le nombre de couches, on a supprimé carrément le système d'exploitation à installer, on va dire, virtuel qu'il fallait installer avant avec la virtualisation, que ce soit type 1, que ce soit type 2. Alors, c'est un environnement plus léger, donc le nombre en fait des conteneurs que vous pouvez avoir va certainement augmenter vu qu'on va pas installer, on va dire, la partie système d'exploitation. Comme vous le savez, un système d'exploitation, déjà pour son fonctionnement, il va utiliser de l'espace pour pouvoir faire l'installation et il va aussi utiliser de la RAM, de CPU, etc. Donc on va gagner sur ses performances en profit d'autres conteneurs ici. Alors, le Docker, il peut être installé que ce soit sur un environnement Windows, Linux, donc il y a pas une contrainte dans ça. C'est vrai que dans la partie pratique, j'ai une préférence pour Linux, mais on peut l'installer certainement sur Windows aussi. Alors, on va passer. Alors, pour les questions, je préfère répondre tout à l'heure, regardez, on termine la partie pratique, théorique. Avant de passer à la partie pratique, je vais essayer de répondre à quelques questions tout à l'heure. Alors, on va passer à la partie conteneurisation. Donc, on va définir à nouveau qu'est-ce que c'est une conteneurisation. Alors, la conteneurisation, elle permet d'assurer l'isolement entre processus sur le même système d'exploitation. Ça permet de réduire l'utilisation de la mémoire noyau et ça permet de réduire le temps de déploiement des services sur les serveurs jusqu'à parfois 5 secondes ici. Ça permet de fournir une solution pour l'infrastructure, donc infrastructure as a code. C'est possible aussi de la faire en utilisant donc la notion de conteneur. Alors, on va rentrer plus dans les détails à voir comment ça marche, quels sont les concepts fondamentaux de Docker. Alors, donc là, vous voyez qu'on redéfinit à chaque fois qu'est-ce que c'est un conteneur. Donc, je vais prendre que la première ligne cette fois. Donc, en effet, c'est un package qui va inclure le code avec les dépendances et qui permet une exécution rapide et fiable d'un environnement à un autre ici. Alors, on va essayer de voir maintenant les avantages. Donc là, on a comme avantage un temps de configuration réduit, un environnement propre pour chaque conteneur parce que chaque conteneur isole chaque application. Donc en effet, ça évite les conflits de dépendance, ça préserve la propreté du système hôte, la portabilité. Vous avez aussi la légèreté et la scalabilité. Et pour finir, vous avez une conception éphémère
Donc ça permet de faciliter en effet la création, la suppression rapide de conteneurs et ça permet des environnements, on va dire, jetables. On peut facilement donc les supprimer, les mettre à jour, les restaurer très facilement. Alors, on va aller maintenant à présenter un petit graphe ici explicatif. Donc, vous avez le serveur qu'on dit démon. Attendez, je vais mettre le tout, comme ça après je peux faire la notation. Alors, vous avez votre serveur qu'on appelle le démon de cœur. Alors, comment on peut communiquer avec ce serveur? Via deux solutions. Soit je vais utiliser une API REST, donc c'est avec du post, avec de get, les verbes, on va dire HTTP. Donc je peux rajouter par exemple une image avec du post, soit en utilisant des commandes de client, donc une interface en ligne avec des commandes. Là, vous pouvez écrire par exemple Docker PS pour avoir la liste des conteneurs. Donc c'est à travers des commandes, on va dire Linux. Vous pouvez aussi interfacer avec le serveur de démon. Alors, qu'est-ce qu'il va gérer pour nous? Il va gérer les conteneurs où on va trouver l'application plus les bibliothèques. Alors, les conteneurs, ils sont, on peut dire, instanciés à partir d'images. Donc, on a la notion d'image et après, on va l'avoir avec des détails, avec des explications. Et après, on peut gérer aussi tout ce qui est réseau, donc tout ce qui est communication entre les conteneurs. Imaginons une application web dynamique, je peux mettre un serveur Apache dans un conteneur et la base de données, par exemple, dans un autre conteneur. Je peux rajouter, par exemple, un autre conteneur pour la protection par exemple, de type WAF, donc je peux faire le filtrage de tout ce qui est message avec un autre composant qui va être situé avant donc le serveur web. Donc vous voyez, je peux créer même une architecture réseau avec différents composants et justement avec de l'adressage, je peux bien spécifier l'adressage et je peux créer mon propre réseau ici. Alors, le volume maintenant de données, c'est important parce que là, parfois, on a besoin de garder le volume. Même si on supprime le conteneur, on veut que le volume soit persistant. Donc la notion de volume va être ici gérée, comme je viens de le dire, donc va être gérée parce que, comme j'ai dit, si on va supprimer le conteneur, on veut que les informations resteront persistantes, indépendamment des conteneurs utilisés. Et parfois, on a besoin, en fait, de faire un partage entre les différents conteneurs. On veut que tous les conteneurs partagent le même volume. Le volume, c'est un disque. On peut dire que c'est un disque, voilà, qu'on crée, qu'on peut partager, qu'on peut utiliser. On peut le garder, le sauvegarder même après utilisation. Alors, donc je reprends, si vous voulez. Donc, avec le serveur, on va gérer les conteneurs, les images, tout ce qui est réseau et tout ce qui est volume de données, volume de disque, comme je viens de le dire. Alors, on va passer à une autre figure ici, alors, qui explique un peu l'architecture. Alors, comme d'habitude, je mets toutes les informations après, j'annote. Alors là, vous avez donc ici le client qui va envoyer un ensemble de commandes. Alors l'explication des commandes va être faite après avec la dernière partie théorique et la partie pratique juste après. Alors ça, c'est des commandes Linux, comme je viens de dire, donc build, pull, etc. et run. Et on voudra exécuter ces commandes sur notre serveur qui est le Docker daemon. Alors dans le Docker daemon, on a la gestion, on a dit, des images et des conteneurs. Alors les images sont donc des images, on va dire, qui vont être téléchargées à partir donc d'un repository qui est public, qu'on appelle le Docker Hub. Donc je peux télécharger par exemple une image de type Nginx, une image web ou autre. Et là, avec les conteneurs, je peux faire une instance de cette image. D'accord? Alors l'image, on va la télécharger une fois et je peux créer un nombre très important de conteneurs. Vous voyez que le conteneur, le même conteneur, plutôt plusieurs conteneurs, on peut avoir plusieurs conteneurs d'une même image ici. Alors je reprends. Donc le client va envoyer des commandes vers le daemon qui est le serveur. Dans le serveur, on va gérer les images et les conteneurs. Et après, donc là, si on n'a pas une image bien précise, là, on peut demander à notre Docker Hub pour la télécharger. Alors, on va aller vers un autre transparent.
Voilà, imaginons dans ce cas, regardez, je n'ai pas cette image, donc je peux la récupérer à partir de mon hub, et après, je peux instancier donc d'autres conteneurs avec un autre type d'image. Alors, là, vous avez votre conteneur. Voilà, regardez. Donc là, c'est les images. Je peux avoir plusieurs images avec plusieurs types d'applications et je peux faire plusieurs instances, comme vous pouvez voir. Donc là, vous pouvez créer donc des conteneurs d'images préalablement téléchargées. Alors, il y a un autre aspect ici. On peut travailler avec le Docker file ici, avec donc le Dockerfile. Donc, on peut avoir une image personnalisée. On va expliquer s'il y a par exemple des fichiers à télécharger, des fichiers de configuration à mettre en place dans l'image. Et avec le Dockerfile, on va créer une nouvelle image. Donc juste, j'explique un tout petit peu par rapport à ce qu'on a fait. Soit on télécharge directement une image et après on l'utilise directement. Soit il y a une possibilité aussi de personnaliser et de rajouter des modifications en utilisant le Dockerfile ici. Donc là, vous allez préciser quelles sont les modifications et vous allez créer votre propre image. Vous allez attribuer un nouveau nom et cette image, justement, va être après utilisée. Donc, à partir de Dockerfile, on peut par exemple créer un fichier genre exécutable Java, par exemple, une application Java, une application plutôt de type Java. Les images Docker, ils sont réalisées avec des commandes avec une syntaxe très simple qui sera utilisée pour créer les conteneurs. Chaque commande dans l'image crée une couche condensée. De cette façon, Docker minimise le coût de traitement lorsque nous les mettons à jour. Alors, j'ai une figure en fait un peu explicative. Regardez, là vous avez une image ici, Ubuntu. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer en effet d'autres images sur la base de l'image principale, mais c'est pas, on va dire, c'est pas une copie totale, mais juste une image condensée se basant sur l'image principale, ici qui est l'image Ubuntu version 15. Je pense que ça sera bien si on passe un peu à les commandes pour imaginer l'intérêt de Dockerfile, pour imaginer l'intérêt de comment on peut créer un conteneur personnalisé, une image pardon personnalisée, comment créer un conteneur. Et là, vous allez comprendre mieux cet aspect. Alors, on va voir un peu la partie commande. Donc, attendez, je vais faire la notation. Alors, donc là, on va, en fait, dans la partie commande, on va voir comment on va gérer les images, on va gérer les conteneurs, et là, on va parler aussi de Docker Hub. En fait, c'est un registre public qui va vous permettre de partager et télécharger des images Docker. Alors, pour un débutant, là, il va utiliser 10 images qui ont été créées par, on va dire, des utilisateurs, et vous pouvez justement les utiliser juste après. Alors, on va essayer de voir comment on peut gérer les images. Donc, euh, donc là, on peut les personnaliser avec Dockerfile, voilà, ou vous pouvez les télécharger à partir des images existantes, à partir de registres comme le Docker Hub. On peut utiliser donc le Docker Hub comme on peut aussi faire les télécharges, la personnalisation, pardon, la personnalisation de vos propres images à partir de Dockerfile, comme je viens de dire. Alors, je vais essayer de vous montrer comment on arrive à faire les téléchargements, donc à partir de Docker Hub. Et pour cette raison, je vais vous montrer justement ça à partir de mon site ici. Donc, je vais mettre Docker Hub. Voilà. Donc, regardez. Imaginons que j'ai besoin d'une image Ubuntu. Donc, j'ai besoin d'une image Ubuntu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une recherche sur une image Ubuntu. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? Que vous avez plusieurs images. Regardez. Alors, pour ces images, vous voyez qu'il y a des images de plus récents vers le moins récent. Et vous avez, on va dire,
le nombre de téléchargements. Le nombre de poules, c'est que je viens de récupérer donc l'image à partir de Docker Hub et l'installer dans mon Docker daemon, donc dans mon serveur. D'accord? Alors, ils sont classifiés, comme vous pouvez voir, sur le nombre de téléchargements ici. Et on peut avoir aussi des étoiles pour dire est-ce que c'est bon, ou est-ce que ça a fonctionné ou pas. Vous voyez ici, le nombre d'étoiles, 100 étoiles, 119, ça veut dire que il y a des personnes qui ont téléchargé l'image et qui ont validé effectivement. Alors, je peux faire une autre classification. Alors, la classification, donc, selon, donc, le plus récent ou le plus match. Le plus match, ça veut dire que c'est le plus téléchargé, le plus validé. D'accord? Alors, euh, on peut, par exemple, demander une image de type Apache. Alors, c'est la même chose. Donc, je vais demander une Apache. Et là, vous voyez que il y a plusieurs aussi images qui sont disponibles. Et là, vous avez des informations sur le nombre de téléchargements et les étoiles, comme je l'ai dit. Donc, ce sont des utilisateurs qui vont bien valider l'image ici. Alors, imaginons que j'ai besoin de Java. Alors, de la même manière, je vais trouver plusieurs images avec différentes versions. Je peux même demander une version. Je peux avoir des informations sur l'image qui est présente ici. Je peux voir des informations, donc je peux avoir des détails tout à l'heure pour vérifier est-ce que c'est la bonne image. Regardez ça, c'est l'image 21. Si j'ai besoin par exemple d'un GDK version 11, je peux faire une recherche et je peux retrouver l'image dont j'ai besoin. Vous voyez? Donc, on a dit, pour récupérer une image, il y a deux moyens. Soit je crée mon Dockerfile et ça sera une image personnalisée. La deuxième manière, c'est utiliser le Docker Hub où il y a donc des images qui étaient créées par d'autres utilisateurs qui a été déposées ici. D'accord? Alors, on va essayer de faire le test au fur et à mesure, très rapidement de ce qu'on a. Alors, même si on va pas attendre beaucoup, bon, regardez, là, ça va prendre un peu du temps parce que c'est quand même une image Linux. Je vais demander une image Java ici, espérant que ça prenne pas beaucoup de temps. Si je spécifie pas le type, en effet, ça va être le latest. Donc, c'est la dernière image. Alors, si c'est pas clair pour lui, regardez, vous pouvez rajouter des informations pour clarifier un peu ce que vous voulez. Alors, je peux par exemple choisir Bitnami Java. Je peux indiquer ça. Voilà, donc ça y est, c'est bon, il a retrouvé ça. Il va aller il a commencé à faire le téléchargement. Et le téléchargement, comme je viens de le dire, ça va être fait à partir du Docker Hub que je viens de montrer ici. D'accord? Euh, alors, on va continuer l'aspect court. Donc là, on a vu comment on peut télécharger. Pour le Dockerfile, on va le voir tout de suite, hein. On va le voir tout de suite, juste après. Alors, imaginons que je n'ai pas besoin de cette image, j'ai fait une erreur. Là, je peux supprimer avec la commande RMI. RMI pour dire remove image. Alors, si j'écris RM tout court, ça veut dire que je supprime un conteneur. Donc, voilà. Donc, RMI, c'est pour supprimer un conteneur et RM tout court, RM, pardon, tout court, c'est pour supprimer un conteneur. RMI, là, c'est pour justement supprimer une image. Alors, pour maintenant créer un conteneur, ça veut dire qu'on va créer donc un conteneur d'une image qu'on a déjà. Voilà, donc on va utiliser la commande de run. Alors, imaginons que je veux créer donc le Nginx ici. Donc, je vais utiliser la commande docker run pour dire que je vais exécuter. Je donne avec mon -name le nom de mon conteneur. Et là, vous avez avec -p, vous allez exposer le port 80. Ça, c'est sur votre machine. Ça, c'est votre machine. Ça, c'est le port que vous allez utiliser sur votre machine. Désolé pour l'écriture. Et ça, c'est le port de votre conteneur. Ça, c'est le conteneur. Je ne vais pas noter plus
Je pense que c'est pas très lisible non plus. Et ça, c'est le port de votre machine. Donc, c'est comme si vous avez une correspondance. Donc, le premier port, c'est votre machine. Le deuxième port, c'est le port de votre conteneur ici. Et là, c'est votre image. Alors, imaginons que cette image n'est pas sur mon serveur. Donc, à votre avis, comment on va procéder? Donc, regardez. Donc, je fais un run. Je donne le nom de mon conteneur, je donne, si besoin, donc la correspondance des ports, et après je donne le nom d'image. Imaginons que il a cherché, il n'a pas trouvé cette image dans son serveur Docker daemon. Donc comment il va réagir? Donc il va faire une demande vers le Docker Hub, va essayer de retrouver cette image, il va aussi la télécharger. Il va utiliser le hub, justement. S'il ne retrouve pas l'image, donc il va essayer de faire une recherche sur le hub, il va télécharger. Donc c'est comme si on a exécuté deux commandes à la fois. Donc on a exécuté le run et on a exécuté aussi une commande de pull de tout à l'heure. Le pull, ça veut dire qu'on va télécharger cette image depuis donc le hub ici. D'accord? Alors, imaginons qu'elle retrouve bien donc l'image. Qu'est-ce qu'il va faire? Directement, il va l'utiliser. Euh, je pense que ça signifie que c'est exécuté en arrière-plan, mais je peux vérifier. Je peux vérifier. Détacher, détacher. Je dois vérifier. Je dois vérifier. Alors, la commande PS maintenant, ça permet en effet de lister tous les conteneurs. Donc, on va avoir une commande pour lister tous les conteneurs en cours d'exécution, hein. Si vous voulez avoir tous les conteneurs en cours d'exécution ou avec problème, oui, je pense demain, c'est en arrière-plan. Mais il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie. Alors, regardez, Docker PS. Alors, Docker PS, c'est pour lister les conteneurs en cours d'exécution. Si je rajoute l'option "-a", ça veut dire all, ça veut dire je vais voir aussi les conteneurs qui ne sont pas fonctionnels. Alors, dans quel cas on peut avoir des conteneurs qui sont pas fonctionnels? Imaginons que j'ai lancé des conteneurs, j'ai lancé des conteneurs justement, et après j'ai arrêté mon ordinateur. Donc là, ils vont pas être en fait en cours d'exécution. Donc comment je peux retrouver ces conteneurs avec -1, d'accord? Donc PS, c'est uniquement les conteneurs en cours d'exécution. Voilà. Alors on va passer vers comment on peut arrêter un conteneur. Une fois on a justement créé le compte, plutôt exécuté le conteneur. Alors on peut faire stop pour arrêter le conteneur et après faire rm pour supprimer le conteneur. Alors, pour quelle raison on doit d'abord arrêter et puis supprimer le conteneur? Vous pouvez pas supprimer directement un conteneur qui est en cours d'exécution. Vous pouvez supprimer avec la commande rm uniquement les conteneurs en arrêt, avec l'état arrêt. Donc, si vous voulez quand même supprimer ce conteneur, il faut d'abord l'arrêter, donc avec stop, et après faire rm, donc pour le faire le remove pour le supprimer. D'accord? Alors, on va passer à autre type de commande. Alors là, on va passer à alors on va passer donc vers la création de conteneurs personnalisés. Donc là, ça va de soi, on va utiliser justement le Dockerfile pour créer d'abord un conteneur, plutôt une image personnalisée. Alors, on va faire, je vais vous montrer un peu les commandes qu'on peut utiliser d'abord, et après on va repasser vers la description de Dockerfile ici. Alors le pool, c'est pour récupérer des images à partir de dépôts Docker, on a bien mentionné que c'est le hub. Le push maintenant, c'est l'opération inverse. Ça veut dire que j'ai créé une image personnalisée, j'ai bien fait toutes les installations nécessaires, et j'aimerais bien la mettre dans le référentiel. Donc là, je vais mettre un push. Donc l'image, elle est déjà créée, et je veux la mettre dans mon Docker Hub. D'accord? Alors, Docker Image, ça permet donc de répertorier toutes les images Docker qui sont stockées pour afficher la liste si vous voulez des images. Et vous avez Build qui permet en effet de créer une image à partir d'un Dockerfile.
Donc vous avez le Dockerfile qui décrit les étapes et le build, ça permet de générer l'image à partir de votre Dockerfile. On a un exemple tout à l'heure, hein. On a un exemple détaillé comment créer donc le Dockerfile et après comment l'exécuter. Alors pour le conteneur maintenant, donc vous avez la commande de run pour exécuter un conteneur à partir d'une image. PS, c'est pour lister les conteneurs, on a dit en cours d'exécution -a pour avoir le tout. Le exec, ça permet en fait d'exécuter, plutôt d'accéder, on va dire, le conteneur en mode exécution. Imaginons que je veux exécuter une commande sur mon conteneur, là je peux l'exécuter avec exec. Donc run, c'est pour démarrer le conteneur et exec pour envoyer des commandes à mon conteneur déjà fonctionnel. Vous avez le stop pour arrêter le conteneur et le rm pour supprimer le conteneur. Je tiens à rappeler que le rm, si on a un conteneur fonctionnel, il faut d'abord stopper avant de faire le rm. On va maintenant passer à tout ce qui est Dockerfile. On va comprendre comment je peux créer une image personnalisée à partir de mon Dockerfile. Alors, le Dockerfile, il contient les commandes pour créer une image. Toujours, on va commencer avec from. Donc, on a une image de base sur laquelle on va travailler. Donc, la première commande, d'accord, commence avec from. Juste après, je vais vous montrer un exemple. Alors, cette commande indique que à Docker que cette image sera construite au-dessus de celle que vous avez spécifiée. Donc, imaginons que je vais modifier une image, par exemple, de type Ubuntu. Donc, je vais partir à partir d'une image Ubuntu et après travailler. D'accord? Alors, vous avez besoin de moi d'un système d'exploitation, distribution Linux, comme image de base. Est-ce que il y a un participant qui dit qu'il n'est pas en train de voir la présentation? Est-ce qu'il y a un problème? Alors il faut sortir et revenir, hein. Je peux pas arrêter pour un seul participant. S'il vous plaît, vous pouvez quitter et revenir. D'accord? Alors, donc on va aller vers l'explication des principales instructions. Alors, comme on a dit, la première ligne, c'est l'image de base. Donc, from, et on va indiquer l'image de base qui est utilisée. Le rand, c'est pour euh, afficher, d'accord, pour afficher donc comment dire, les commandes à effectuer dans l'image. Si vous voulez personnaliser, ça veut dire que vous voulez rajouter des choses, exécuter des commandes. Donc, tout ça, vous allez le mettre avec du rand. Quels sont les ports que vous allez exposer? Donc les ports exposés, donc on va le mettre expose pour dire quels sont les ports qu'on va utiliser. Les variables d'environnement utilisées par le conteneur. Le CMD, donc ces commandes uniques lancées par le conteneur. Et vous avez l'entry point, donc pardon, c'est pour la commande unique qui permet qui va être lancée par le conteneur. Donc c'est le point d'entrée comment je peux accéder à mon conteneur. D'accord? Alors, vous avez un exemple ici. Alors, donc voilà, on va partir à partir d'une image Ubuntu version 20. On va faire une mise à jour. Vous voyez bien que ici, on va demander une mise à jour. Le port qui va être exposé, c'est le port 80. La variable d'environnement, c'est app production. Le point d'entrée, comment je vais utiliser mon application, c'est avec Python 3. Et ça va être avec la commande avec app.py dans ce cas. Alors, on va passer à un autre exemple ici. Dans cet exemple-là, on va partir sur la base d'une image Ubuntu ici. Alors, on va définir avec Work Directory donc, le répertoire de travail. On va faire une copie dans notre répertoire. On va installer les dépendances. Voilà. Et après, on va exposer le port 5000. Et après, comment on peut utiliser notre conteneur? C'est moyennant la commande Python ici. Donc, c'est un autre type. Alors, à vrai dire, c'est pas tous les commandes, hein. C'est pas tous les commandes.
Alors le entry point, ça peut être aussi une adresse. Ça peut être une adresse, c'est pas forcément une commande. Le point d'entrée, ça veut dire que je peux accéder à mon conteneur avec localhost 2. Le port. Alors on va avoir à utiliser ça tout à l'heure pour l'application Big Data. Alors on va passer à construire et exécuter l'image de Docker. Alors donc là, vous avez une fois que vous avez créé donc votre Dockerfile, là vous allez utiliser la commande bit, -t et après vous avez le nom de votre image personnalisée que vous souhaitez donner à votre image et vous avez point. Donc là, c'est l'emplacement de Dockerfile. On va pas dire que c'est Dockerfile, mais on donne l'emplacement ici. Et après, une fois que vous avez créé votre image, là, vous pouvez l'utiliser. Donc, run comme d'habitude. -d, c'est -d. Le port à exposer. Donc là, on a dit 5000, c'est le port au niveau du conteneur. Et l'autre 5000, c'est le port au niveau de votre machine. Et vous avez le nom de votre image. Alors, euh, on va parler maintenant de Docker Compose. Alors, pour Docker Compose, donc c'est un outil qui permet de définir et gérer des environnements multi-conteneurs. Donc, je peux créer donc plusieurs services qui vont communiquer. Justement, voilà, plusieurs services, plusieurs conteneurs qui vont communiquer entre elles. Et là, je vais travailler avec un fichier YAML, un fichier de configuration qui contient donc la configuration des services, des volumes, la partie réseau, les dépendances entre les services. Voilà. Donc là, c'est pour gérer, on a dit ça déjà un environnement avec plusieurs conteneurs, donc une sorte de cluster. Alors un exemple d'un fichier ici de Docker Compose. Alors vous voyez qu'on note d'abord la version et après on va mettre la liste de nos services. Donc on a un service web Nginx sur la base d'une image pardon Nginx. Le port donc le port 80 qui va correspondre à un port 80 ici. Les volumes qu'on va utiliser ici. Et vous avez un autre service qui est le service base de données, plus précisément donc la version 5.7 de MySQL. L'environnement, donc là par exemple le mot de passe que vous souhaitez attribuer à votre MySQL. Et vous avez le port pour le service donc de base de données. Là, vous voyez que on n'a pas une seule image et un seul conteneur. Vous voyez bien qu'on a ici deux conteneurs, deux images. On va utiliser deux images ici. Alors, comment on va lancer le Docker Compose? Donc, on va utiliser la commande Docker Compose app-d ici. Donc, ça permet comme je viens de le dire, ça permet donc de lancer plusieurs conteneurs avec une seule commande ici. Alors, pour la partie cours, la partie théorique, on vient de la terminer. Donc, je vous laisse donc la main pour poser des questions. Oui, il y a une indentation. Oui, il y a une indentation. Et regardez, je vais vous donner euh, le lien Drive. Je vous ai le lien Drive pour les exemples pratiques. Elle sera hébergée sur YouTube. Alors, il y a une question que j'ai vue tout à l'heure sur Continuous Integration, justement parce que la réponse, elle est un peu, on va dire, euh, pour répondre, ça va me prendre un peu du temps, donc j'ai préféré la garder pour tout à l'heure. Donc, Continuous Integration, Continuous Deployment, en effet, c'est un pipeline qui commence à partir du code jusqu'à le déploiement automatique. Donc, c'est l'intégration automatique jusqu'à le déploiement automatique. Donc, l'intégration de quoi? Du code. Et imaginons que je suis en train de faire un codage. Oui, oui, justement, c'est privé. Je vous explique. Juste, je réponds à votre camarade sur la question de tout à l'heure et après, je vous explique concernant le drive. Alors, donc, imaginons que je suis en train de collaborer pour écrire un code. Donc, le code, il est partagé dans le Git. Donc, comment je vais faire une intégration automatique dans le Git?
faire le test aussi du mon code, et après le déployer sur un environnement de test ou un environnement comment dire, un environnement de production. Vous voyez? Donc, en fait, il y a deux étapes, l'intégration continue du code et le déploiement automatique de ce code sur un environnement qui peut être sous forme de conteneur, avec Kubernetes, pourquoi pas, qui peut être aussi euh, avec du monitoring. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, pour le partage, c'est vrai que c'est avec autorisation. Je vais autoriser juste après le webinaire. Juste après le webinaire, vous aurez votre autorisation et vous pouvez justement télécharger ce qu'on vient d'expliquer. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, la différence entre add et capi. Alors, on a ça dans l'exemple? Je pense pas, hein. Je pense pas. Capi, c'est pour faire une copie. Le load balancer, c'est intéressant de le faire, mais ça va être fait on va dire, Kubernetes. Si vous voulez un load balancer, il est préférable de le lancer avec Kubernetes. Je vous explique. J'ai vu trois petites questions. Attendez, je réponds un par un. Alors, attendez, je vais essayer de voir la liste des questions. Euh, voilà, attendez, je vais essayer de répondre. Alors, les détails. Est-ce que je peux le faire aujourd'hui? Je pense pas que ça sera possible. Bon, il y a en fait 8 étapes. 8 étapes, donc c'est un cycle en 8. Alors, si vous voulez plus de détails, peut-être me demander après cours, peut-être que je peux vous fournir plus de détails. Alors, la différence entre Docker et le v-environment de Python. Les variables d'environnement de Python. Non, c'est justement, c'est pas la même chose. Vous parlez de Docker qui est le serveur, vous parlez alors dans les exemples que je viens de montrer, en fait, c'est une image donc vous voulez installer un Docker qui va vous permettre de l'exécution de Python sur le Docker. Donc c'est pas, il n'y a pas une relation directe. Alors, ce sont des options qu'on ajoute. La construction, oui, justement, il y a plusieurs options. Oui, le CAPI, il y en a plusieurs options. Alors, CAPI, en effet, par exemple, si j'ai des fichiers dans mon image de base, plutôt dans ma machine de base, je veux les mettre dans l'image que je vais créer. Le support de cours, il y aura en fait le partage de support pratique. Il y aura le support pratique qui va être partagé. Il faut créer le compte, ça c'est pour pouvoir faire l'inscription. Il y a une démonstration, oui, il y a une démonstration qu'on va commencer maintenant. Alors, le cas d'utilisation du Kubernetes, il est déjà envoyé par vos camarades, c'est le load balancer. Imaginons, je veux créer deux serveurs web, je veux faire euh, un partage de charge entre les deux, entre deux serveurs qui ont les mêmes fonctionnalités. Ça veut dire deux serveurs web. Je veux faire le partage de charge, je vais utiliser Kubernetes. Alors, une autre chose, imaginons que j'ai deux serveurs, un serveur qui va tomber en panne. Alors, le Kubernetes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger un autre conteneur pour remplacer celui qui n'est plus fonctionnel. Donc, c'est la haute disponibilité qui est assurée. Non seulement on va assurer le load balancer, mais on va assurer high availability aussi. Donc c'est intéressant d'avoir le Kubernetes parce qu'il fait ça automatiquement. Alors, est-il possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Alors peut-être on va faire ça avec Kubernetes.
Vous voulez une application AI? Alors, pour l'instant, on va faire une application Big Data tout à l'heure avec Docker. Pour Kubernetes, je vais essayer de préparer quelque chose, donc un modèle, on va dire, ou un cluster intelligence artificielle avec Kubernetes. Le pipeline, en fait, c'est des étapes qu'on fait. Alors, on passe par exemple au début avec un Git, et après on fait le test alors j'ai oublié, Selenium. Et après, pour le test de Selenium, on peut faire, par exemple, la création de Docker de conteneurs. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le test d'application. Et après, on peut faire la supervision. Après, vous voyez, ça, c'est des étapes. On peut les créer en tant que pipeline. D'accord? Oui, vous pouvez le faire sur Windows. Oui, c'est possible. Donc, juste, vous allez zapper la partie d'installation et vous pouvez créer les commandes. Alors, quand je fais Docker image, pool, etc., vous pouvez faire ça directement sur Windows. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le mot pipeline, on peut le faire même avec du big data. S'il y a plusieurs étapes que vous allez faire, donc ça, c'est un peu pipeline. Il y a un pipeline big data, un pipeline continuous integration, continuous deployment, comme je viens de montrer un exemple justement. Euh, alors, pour vous répondre, Sléa, je dois voir avec plus de détails le contenu. Alors en fait, il y a des solutions à 100% Huawei, il y a des solutions qui sont proposées avec Huawei. Donc là, c'est une autre utilisation. Vous allez utiliser en fait les interfaces graphiques. Il faut voir le contenu exact de la certification pour vous répondre. Alors, où on est. Alors, est-ce qu'on a répondu? Euh, oui, vous pouvez utiliser le Docker Desktop. Alors, comment appliquer Docker? Implémenter Docker? Comment implémente Docker une application bureautique? Alors, c'est possible. C'est possible d'implémenter des applications. Moi, je l'ai fait, par exemple, avec une application. J'ai oublié le nom. En fait, c'est pour la gestion des réclamations. Donc, j'ai pris le conteneur déjà prêt. J'ai juste fait le paramétrage. Après, j'ai utilisé. Alors, how can you limit CPU and memory? Euh, alors, une bonne question. Une bonne question, mais je peux vous répondre après, hein. C'est vrai, hein, comment on peut faire des limites sur la ressource mémoire, je préfère vous répondre après. Alors, alors qu'est-ce qu'on a? Vous voulez faire une VPN à distance? C'est possible aussi. Pour une VPN à distance, oui. Oui, Kubernetes est largement plus utilisé que le Docker Swarm. Alors, le Docker Swarm, il fait la même chose que Kubernetes, donc les objectifs qu'on a bien cités, le load balancing avec high availability, qui peuvent être assurés aussi avec Docker Swarm. Comment gérer les réseaux Docker pour permettre la communication entre plusieurs conteneurs? Oui, c'est possible de les gérer, mais vu que c'est 2 heures, j'ai pas prévu un exemple. Alors, vous pouvez mentionner même, en fait, regardez, avec le Docker Compose que je vous propose, vous pouvez mettre des adresses IP. Alors, on a une solution avec Docker Compose qui permet effectivement de communiquer entre plusieurs conteneurs. Mais bon, il y a d'autres choses que j'ai pas prévues au niveau de la formation, mais juste je peux vous répondre que c'est possible effectivement de voir ça. Oui, oui, le GLPI, c'est exactement. J'ai installé l'application GLPI, et après je l'ai utilisé.
L'autorisation sur le drive, ça va être fait tout à l'heure, hein. Je peux pas la faire au cours de la formation. Juste après, je vais autoriser ça. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Comment limiter les ressources CPU? Je vous ai dit, bon, je peux peut-être, dans la formation de Kubernetes, revenir sur ça. Hmm. Alors ça, c'est la chaîne de Huawei. La chaîne YouTube, c'est la chaîne de Huawei. Vous allez trouver d'autres cours qui sont disponibles et vous pouvez les consulter. Alors le lien de cette formation, il sera communiqué après la formation. Ça peut pas être communiqué actuellement. Il faut qu'on arrête la formation pour créer effectivement la vidéo sur la chaîne YouTube. Comment peut-on créer notre conteneur? Par fichier. Là, j'ai pas bien saisi. Oui, le pipeline Big Data, pipeline Docker. Oui. J'ai pas compris la différence entre CMD. Mhm. Peut-être que si on passe à la partie pratique, ça sera intéressant. Alors, je vais terminer avec deux questions, permettez-moi de le faire, pour pouvoir passer à la partie pratique. Regardez, juste après la partie pratique, si on termine avant 19 heures, on peut revenir sur les questions. Est-ce que ça vous va? On passe à la partie pratique. Je pense que j'ai répondu sur pas mal de questions maintenant. Et vous aurez votre réponse, hein. Comment vous pouvez bénéficier de Docker? On va le faire maintenant avec les commandes, justement. Alors, on va passer, s'il vous plaît, à la partie pratique. Gardez vos questions pour tout à l'heure. Juste après la démonstration qu'on va faire, vous aurez déjà des exemples pratiques avec deux types de clusters, avec une machine, justement, avec une image personnalisée, avec une image qu'on va télécharger à partir de Hub. Donc, il y a pas mal d'exemples qu'on va faire ensemble. Donc, laissez-moi un peu du temps pour présenter tout ça. Peut-être qu'il y a des réponses que vous aurez, en fait, au fur et à mesure, de cette présentation. Et justement, on va garder d'autres questions pour la fin. Alors, là, vous avez la partie installation sur Docker, en fait, sur Ubuntu. Donc là, toute la première partie, c'est la partie installation. Alors, je vous expose d'abord la structure ici de votre premier TP. Donc là, on va pouvoir installer Docker sur la version Ubuntu 22.04, que j'utilise en général pour faire mes TP. On va essayer d'exécuter et gérer des conteneurs en se basant sur des images Docker. Et après, on va créer un Dockerfile pour personnaliser une image. On va tester l'image ici. Et après, donc là, on va voir comment on peut faire l'inspection s'il y a un problème, comment gérer les logs en cas de problème et comment justement supprimer après et nettoyer les ressources. Donc là, vous avez un récapitulatif des commandes, donc bien rédigé, plutôt bien structuré dans un tableau ici. Alors, vous avez les actions téléchargement d'une image, construction d'une image, comment on liste les images, exécution. D'ailleurs, on a vu les commandes, le pull, le build, etc. On les a vus. Juste la partie inspection, hein, là, c'est la partie qu'on n'a pas vue pour l'instant. D'accord? Ah, alors là, pour inspecter une image, c'est pour avoir toutes les informations sur l'image. Le conteneur, c'est la même chose. Donc, par exemple, si vous voulez avoir l'adresse IP, les ports qui sont ouverts, des informations, vous pouvez faire un spec pour récupérer ces informations. Et vous avez la possibilité de récupérer les logs, surtout en cas de problème. Imaginons que j'essaye de démarrer un conteneur et ça marche pas, je peux faire cette inspection et donc je vais essayer de voir les logs pour voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, on va commencer avec la partie installation. Alors, je vais pas la refaire, mais quand même, vous avez toutes ces étapes après, donc dans le drive que je vais partager tout à l'heure. Donc, vous avez toutes les étapes en effet. Je vous conseille de créer l'utilisateur Docker et redémarrer. Donc là, l'étape 8, vous voyez, on vous demande de créer donc un utilisateur pour pouvoir exécuter les commandes en tant que Docker, en tant qu'utilisateur Docker. Pour que ça soit appliqué, il va falloir redémarrer votre machine. Hmm. Il va falloir faire un redémarrage. Sinon, vous aurez des soucis après. Donc, après l'étape 8, hein, j'aimerais bien que vous fassiez un redémarrage.
Alors, on va voir les commandes ici. On va essayer de diviser l'écran en deux. On va essayer de justement faire des petits tests ici. Donc ça, c'est mon image. Je vais essayer de démarrer donc un nouveau terminal ici. Et je vais essayer de faire les commandes. Alors, je peux faire du copier-coller, mais bon, la commande n'est pas très grande. Donc, je peux en profiter de la commande. Alors, j'ai vu une question, quelle est la différence entre une image et un conteneur? Alors, l'image ne fonctionne pas, ne vous donne pas l'accès. Donc ça, c'est en fait les fichiers que vous allez utiliser pour pouvoir après démarrer le conteneur. C'est comme, imaginons, j'ai une classe personne. Alors, si elle n'est pas instanciée, est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que je peux utiliser? Non, il faut que ça soit instancié. Donc, ce qu'on va utiliser, nous, c'est le conteneur qui va être instancié à partir de l'image. J'espère que ça devient plus clair. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Donc, il va essayer de faire un pool et il va essayer de charger l'image. Voilà. Alors, regardez, quand je fais un pool, il va vérifier. Est-ce que vous avez réellement la dernière image d'Nginx? Si c'est le cas, donc il va pas faire une mise à jour. Si c'est plutôt, si c'est le cas, non, comment alors, il va essayer de vérifier est-ce que vous avez la dernière image ou pas. Si vous avez la dernière, il va pas faire donc une mise à jour. Si vous n'avez pas la dernière, il va faire une mise à jour. Donc vous voyez que mon image ici, elle est la dernière, donc il ne va pas télécharger une nouvelle image. Alors là, vous avez une commande qui est Docker image, qui va vous donner la liste des images qui sont téléchargées, avec la date ici de création, le taille sur le disque, et vous avez un ID pour chaque image. Ça, c'est le nom des images. Vous voyez, c'est le nom des images, la date de création, la taille et l'ID pour les images. Alors, je peux, en fait, pour supprimer une image, utiliser l'ID ou utiliser le nom. D'accord? Les deux cas sont possibles. Alors, on va passer maintenant à essayer en effet à créer une image personnalisée. Alors, je vais vous expliquer les détails ici. Donc là, on va créer un répertoire. Oui. Alors, on va créer un répertoire. Je pense que c'est déjà fait. Déjà, le répertoire existant. Alors, je vais créer un autre répertoire. Alors, dans le répertoire, on va créer le Dockerfile. Alors, attention, il est sensible à la casse. Il faut que ça soit des majuscules, petit f. Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, je vais utiliser la commande nano. Docker, on a dit, c'est sensible à la casse. Donc, vous respectez ce qui est noté ici. Je vais mettre le code. Alors, avant de mettre le code, on va discuter un tout petit peu ce qui existe ici. Alors là, vous allez voir le mot CAPI. Justement, je vous ai dit pour quelle raison vous demandez maintenant le CAPI, parce qu'on va l'avoir tout à l'heure. Alors, regardez. On a dit que la première ligne, elle nous demande de donner l'image de référence. Donc là, l'image de référence, c'est Nginx latest. Donc c'est la dernière image ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? De faire une copie de fichier index.html dans /user /shell /nginx /html index.html. En effet, ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va copier de votre machine Linux ici, dans l'image Nginx. Je sais pas si vous avez compris. Donc ça permet de copier le fichier HTML qui est présent dans votre disque. Ça, c'est dans votre disque. Dans le répertoire /user /shell, etc. Alors, qui connaît le répertoire /user /shell pour comprendre pourquoi on est en train de faire cette copie? Alors ça, c'est pour écraser en effet la page d'accueil, la page par défaut, en fait, qui est dans Nginx. Alors, je vous montre le code qu'on va utiliser. Le code de... Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense que j'ai mal fait les choses. Yes. Ça va, normalement ça va. Alors regardez, ça c'est le code. Regardez.
Là, je vais écraser la page par défaut par mon texte ici. Donc là, le titre de ma page HTML serait le TP Docker, bienvenue sur le serveur Nginx dockerisé. D'accord? Donc je vais écraser. C'est une image personnalisée. C'est vrai que les actions ne sont pas beaucoup, mais au moins on a vu le principe. Donc vous prenez l'image de référence, vous pouvez faire des changements. Vous pouvez par exemple faire des mises à jour. Vous pouvez changer des paramètres, changer le port. C'est possible parce que c'est conseillé de le faire. C'est conseillé de ne pas exposer les ports qu'on a l'habitude d'exposer, de cacher un peu les ports exposés d'une application. Vous voyez? Donc c'est possible de le faire dans la page Dockerfile. Donc ça c'est pour personnaliser. Je vais pas prendre l'image initiale. Alors je vais créer mon fichier qui est index.html de la même manière avec Nano. Donc je vais mettre mon code et je vais enregistrer. Alors je vais vérifier avec la commande ls. Donc en tout, j'ai mon nouveau fichier HTML et mon Dockerfile. On a dit l'output c'est une image personnalisée. Alors pour répondre à la question tout à l'heure, en fait le Dockerfile ici c'est pour créer une seule image personnalisée. Donc à la fin, on aura un seul conteneur. Avec le Docker Compose, il est possible de créer plusieurs conteneurs en se basant sur plusieurs images qui peuvent communiquer entre elles. D'accord? Alors maintenant, on va utiliser la commande qui permet de créer notre image ici. Donc docker build -t et là, on donne le nom de notre nouvelle image. Alors, j'ai une image déjà créée. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va pas vous dire que c'est pas possible de créer d'image. Il va écraser l'ancienne image personnalisée. Vous voyez que j'ai déjà une image TP Nginx. Je vous montre ça. Elle est là. Donc, il va pas vous dire que c'est pas possible de créer votre image personnalisée. Non, il va faire les commandes, les étapes, il va les faire. Il va écraser l'image. C'est pas comme le conteneur. Le conteneur, si vous demandez de créer le même conteneur à nouveau, il va vous bloquer. Parce que le conteneur, c'est quelque chose d'exécutable, quelque chose qui fonctionne. Là, c'est votre image personnalisée. Vous pouvez modifier à n'importe quel moment. Les conteneurs, c'est un peu différent. D'accord? Alors, je peux vérifier que c'est bien créé avec Docker Image. Donc, bon, je ai réécrit à nouveau donc pour justement voir que l'image elle est bien créée. Regardez, le temps de création, c'est 50 secondes ago. Donc, effectivement, c'est nouveau. Et après, je peux créer mon image ici. Alors, vu que j'ai déjà beaucoup de conteneurs, justement, je vais changer les ports. Je vais changer les ports et je vais changer aussi les noms de mon conteneur. Pour vous, comment dire, c'est pas obligatoire. Mais pour moi, vu que j'ai fait des tests à plusieurs reprises, je préfère changer le nom de mon conteneur. Donc, examinons la commande à nouveau. Donc, vous avez le run pour exécuter. Mon name, c'est le nom de votre conteneur, donc TP Nginx container. Moins P, on a dit ça, c'est le port utilisé sur notre machine. Et 80, c'est le port au niveau de votre conteneur. Et ici, c'est le nom de votre image. Là, je vais mettre, essayer de s'éloigner un peu. Voilà. Donc, regardez. Ça, c'est l'ID de votre conteneur qui est bien créé. Alors, on peut vérifier que c'est bien créé avec Docker PS. Donc, Docker PS ici, pour avoir la liste des conteneurs. Alors, mon conteneur, il s'appelle, alors c'est, voilà, TP Nginx Container. Non, c'est celui-ci. 14 secondes. Donc, c'est le port 8085. Il est bien là. Et je peux effectivement stopper et faire le démarrage de mon conteneur très facilement. Alors, on va essayer de tester. Je peux arrêter mon conteneur. On a mis un. Voilà. Je peux le démarrer à nouveau.
Je peux même créer plusieurs instances. Je peux créer de la même image plusieurs instances. D'accord? Voilà. Et après, là, je peux faire l'inspection, hein, l'inspection de mon image. Donc, je peux avoir des informations sur l'image. Donc là, ici, c'est les fonctions de hachage pour bien vérifier la validité, où c'est stocké, avec bien d'autres informations, voilà, donc qui sont donc sur l'image qu'on a. Je peux aussi faire l'inspection de mon conteneur, et là, je rajoute un, voilà. Et là, vous avez les adresses IP. Alors, les adresses IP à ce niveau, vu qu'on n'a pas prévu de faire des changements, ils sont gérés automatiquement par Docker. Il est en train, pour chaque conteneur, d'attribuer des adresses IP. Alors, je vais agrandir, comme ça, vous pouvez voir un peu avec moi. Donc, l'adresse qui est attribuée, ce sont 72.17.0.3. Donc, il est en train d'attribuer des adresses. Alors, c'est possible de les gérer par vous, hein. C'est possible de les gérer par vous. Ah, alors, donc on va faire le test ici. Donc là, on a fait l'inspection. On peut voir les logs avant de faire le test sur notre conteneur. Donc juste un petit instant, on va voir les logs. Alors s'il y a des erreurs, des problèmes, etc., vous les aurez ici, hein. Tous les logs, ils sont bien. Alors on va faire un test sur notre conteneur. Donc je vais aller à mon navigateur. Je vais mettre l'adresse de mon local et le port que j'ai mentionné. Donc, je vais mettre 80, 85. Alors, j'ai l'impression qu'il n'est pas en train d'exécuter les choses. Attendez. Ah, j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Attendez. Alors, let index. Apparemment, il n'a pas bien collé. Vous voyez, là, j'ai pas bien collé le index.html. Donc, je vais écraser. J'ai copié 2 fois le Dockerfile, dont aussi le index.html. Alors, je vais enregistrer. Je vais mettre à jour encore. Donc, je vais faire un build pour mettre à jour. Et je vais faire un rm pour effacer mon conteneur. Docker rm. Mais avant rm, regardez, je vais faire un remove sans arrêter. Donc là, il nous dit il est en train d'être exécuté, donc on ne peut pas le supprimer comme ça. Il faut le stopper avant. Donc on va faire un stop. Et après un rm. Donc stop. Après on va faire un rem. Et après on va recréer un nouveau. Donc on va recréer un nouveau, vu que c'est faux ce qu'on a fait. On va rafraîchir. Voilà. Donc ça c'est la page qu'on voulait. Bienvenue sur le serveur Nginx dockerisé. Donc on a bien l'exécution qu'on veut. Alors une chose, on peut en fait avec exec rentrer dans le conteneur et faire les modifications. Imaginons comme tout à l'heure j'ai fait une erreur dans le code de index.html, je peux rentrer dans mon conteneur et faire une modification sur le conteneur. Ça veut dire que je peux faire une modification sur l'image ou directement sur le conteneur avec exec. On peut rentrer dans le conteneur et faire les modifications. Alors, donc on a fait déjà le stop, on a fait le start. Alors là, on va essayer de supprimer. On va refaire les commandes. Attendez, on va faire les commandes. Donc c'est vrai qu'on a fait déjà ça, mais on va le refaire.
Donc on va supprimer à nouveau le conteneur. On va faire de RM. Voilà. Et après, on va essayer de supprimer l'image. C'est possible de supprimer l'image qu'on vient de créer. Alors, comment on peut vérifier? Donc, avec Docker Image, on peut vérifier la liste des images. Voilà. Donc là, c'était la dernière image. Donc, on n'a plus le nom tout à l'heure. On n'a plus le nom. On a la dernière image, c'était Spark. Donc, on a bien supprimé l'image. Alors, donc si on a des conteneurs qui sont arrêtés, on peut bien les supprimer avec prune. Donc, container prune, c'est pour supprimer les conteneurs arrêtés. S'il y a des images qui ne sont pas utilisées, on vient de les télécharger sans pour autant les utiliser. On peut faire image prune pour nettoyer, hein, voilà les ressources Docker inutilisées, que ce soit conteneur, que ce soit image. Voilà, ça c'est concernant le premier TP. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc on a pour les autres TP, ils sont plus avancés dans le sens qu'on va avoir un petit cluster, on peut avoir un petit test tout à l'heure. C'est clair? On peut passer à l'autre partie pratique. Donc je rappelle que la partie installation, elle est bien au début, hein. Là, parce qu'on n'a pas fait ça, juste j'insiste. Alors là, c'est pour l'installation, il faut mettre à jour, installation des packages, ajouter de la clé, et après ajouter le repository de Docker, et après faire une mise à jour. Voilà. N'oubliez pas de rajouter donc l'utilisateur et faire le redémarrage. Donc ça c'est le premier step. Donc est-ce que c'est clair? On peut passer au TP suivant. On peut passer au TP suivant. Alors, pour le TP suivant, c'est un cluster Hadoop avec du Docker Compose. Alors j'ai essayé de prendre des cas un peu, on va dire, un peu plus difficiles que d'habitude. Bon, c'est pas difficile, bon, mais on va dire qu'ils peuvent être utilisés par d'autres étudiants dans d'autres contextes. J'ai pas voulu prendre le cas standard d'une application web. J'ai voulu qu'on prenne donc le cas d'un cluster Big Data. Alors c'est possible, tout à l'heure j'ai vu qu'il y a ceux qui sont intéressés par utiliser un cluster intelligence artificielle, c'est possible, on peut avoir un Anaconda. Là je réponds tout à l'heure à la question de votre camarade, est-ce qu'on peut avoir toute une application? On peut avoir un système d'exploitation, une application, on peut avoir un serveur web, donc il n'y a pas une limite ici. Donc c'est possible, comme je viens de dire, d'avoir un cluster intelligence artificielle, c'est possible aussi. Alors, donc vu qu'on va utiliser le Docker Compose, donc la première chose c'est installer le Docker Compose. Donc ça c'est la première chose. Alors on va essayer de passer aux étapes suivantes. On va remonter d'un répertoire. On va essayer d'aller vers notre répertoire. Voilà. Donc mkdir Hadoop. On va faire alors, on va aller vers Hadoop. Voilà. Là, on va essayer de créer notre fichier Compose. Alors, non, le Compose, là, regardez. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'architecture de Hadoop, comment ça marche. Est-ce que quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Quelle est l'architecture de Hadoop pour la couche HDFS? Est-ce que quelqu'un peut vous donner une réponse? Alors, je sais que c'est pas un exemple pour tout le monde. Bon, je visais une population peut-être qui peut utiliser ce type d'application. Oui. Alors, en fait, ça utilise ici le name node et le data node. Alors, dans cette architecture, on va utiliser deux data nodes. Alors, les deux data nodes qu'on va utiliser, ils ont la même image, hein.
ils ont la même image. Euh, voilà, ils ont la même image. Alors, on va essayer de voir de plus en détail ce qu'on a. Donc, comme je viens de le dire, donc c'est un fichier qui contient un cluster. Donc, en tout, on aura trois services. Un service nameNode qui est le master, ça c'est le master, et vous avez deux nœuds qui sont les slaves, qui sont les workers en fait, donc les deux data nodes ici. Alors, on aura besoin de Yarn pour tout ce qui est gestion de ressources. Donc, voilà, donc ça c'est à notre service. Voilà, le node manager, donc aussi, et le Firefox, donc c'est aussi une image, donc pour avoir un navigateur ici. Alors, donc ça c'est notre Dockerfile. Donc on a besoin de, j'insiste sur le plus intéressant pour nous, c'est que il y a plusieurs types d'images, il y a plusieurs conteneurs qui vont être lancés tout à l'heure d'une manière automatique. Donc je vais prendre mon Docker Compose. Alors, il faut que ça soit bien écrit. On a dit qu'il est sensible à la casse, hein. On va mettre le contenu. Voilà. On va faire un enregistrement. Voilà. Et après, on va essayer de continuer. Alors, les variables d'environnement, alors, ils sont où? Ils sont notés dans un fichier qu'on appelle config. Tous les variables d'environnement, ils sont là. Alors, par exemple, là, vous avez besoin du répertoire home. Vous avez besoin de, en fait, de liens vers le nameNode. Donc, ça va être hdfs de point deux anti-slash nameNode, etc. Vous avez besoin de ports qui va être utilisé. Donc, il y a, en fait, tout ce qui est variable d'environnement, vous allez les mettre dans un fichier configuration. Alors, c'est pas l'unique manière, hein. Parfois, si on prend un cas plus simple, j'aurais pas besoin d'avoir un fichier de configuration. Mais dans ce cas, alors, en effet, je vais utiliser trois fichiers, deux fichiers XML avec un fichier de configuration. Bon, il faut utiliser ce qui est nécessaire et ça diffère d'un cluster à un autre. Vous allez voir et remarquer dans Spark, on ne va pas utiliser euh, le fichier XML par exemple. Alors, on va créer le fichier de configuration, donc avec Nano comme d'habitude. Donc Nano, donc je vais mettre le fichier de configuration config. Je vais mettre toutes les configurations nécessaires au fonctionnement. Alors, on va enregistrer, on va quitter. Alors, j'aurai besoin de deux fichiers de configuration. Donc, un fichier qui s'appelle le core site ici et HDFS site qui contiennent aussi des informations de configuration de Hadoop. Donc, le Hadoop va prendre des fichiers de type XML. Hein, ça, c'est les variables d'environnement. Et ça, c'est les fichiers de configuration. Voilà, donc de Hadoop. Donc, on va pouvoir les créer. On va essayer de les créer. Donc, nano core site pour XML. On va enregistrer et comme d'habitude. Et même chose pour HDFS site. Donc, je vais mettre le nom de fichier correctement. Donc, HDFS site. .xml ici. J'ai fait une erreur, on va corriger. Il faut que ça soit HDFS. J'ai oublié le F. Donc, je vais mettre le code. On va enregistrer et quitter. Et on va faire un move pour corriger ça. HDFS. Alors, je vais vérifier la structure. En tout, j'aurai mon fichier Docker Compose
un fichier qui contient les variables d'environnement et deux fichiers de configuration. Alors, l'appel à ces fichiers de configuration, il est fait dans le Dockerfile. On a besoin de ça, hein. Alors, j'essaie de vous montrer. Là, je retourne. Je trouve pas le lien. Hmm, Soit il utilise le répertoire, il est en train de faire une copie. Voilà. Si c'est noté, justement, c'est noté. Voilà, ça c'est dans le fichier de configuration. Comme je dis, il y a le lien en fait vers les fichiers de configuration. Donc on indique que on utilise effectivement le fichier call site XML où on va trouver l'ensemble des informations. Donc comme j'ai dit, voilà, vous avez donc le Docker Compose, s'il y a des fichiers nécessaires, comme tout à l'heure d'ailleurs, on l'a fait hein, avec Docker File, on avait besoin de fichiers index.html, on l'a mis dans le même répertoire. C'est la même approche ici, dans Docker Compose, s'il est nécessaire, on va mettre aussi donc des fichiers s'il est nécessaire pour le fonctionnement. Alors une fois que c'est fait, là on va lancer le Docker Compose ici monnaie. Alors je pense que c'est déjà lancé dans mon cas. Alors si c'est lancé dans mon cas, je peux pas le faire, mais je peux pas exécuter directement. Ah, regardez, il me dit que c'est déjà fait, il est déjà créé, donc je peux pas utiliser les mêmes ports, je peux pas allouer donc tout ce qui est donc conteneur parce qu'ils vont utiliser les mêmes ports. Donc regardez, il essaie d'allouer ce port, mais il peut pas. Donc là, il vous donne un message d'erreur. Mais ça n'empêche que ça fonctionnait là. Déjà, on les a. Alors, pour voir un peu l'état de mes conteneurs lancés avec Docker Compose, donc je vais demander ça. Effectivement, j'ai mon data node, voilà le data node, avec le manager, avec le main node. Donc effectivement, j'ai mes nodes. Alors, on va essayer d'accéder avec exec. Ça ressemble à exec qu'on a vu tout à l'heure oralement avec le Docker. Donc, je vais demander un terminal pour pouvoir lancer le commande sur mon conteneur. Donc, je vais essayer de demander ça. Donc, le conteneur, alors, ah, il n'a pas, alors, on va faire un down, on va faire un down et après un up. J'ai l'impression que ça a impacté, enfin, down et après un up. Alors, il y a des ports qui sont déjà utilisés. Il y a des ports qui sont utilisés. On peut, alors, ce qu'on peut faire, on peut changer dans le fichier de configuration. Alors, je vous ai montré que j'ai déjà pas mal de conteneurs qui sont en train de fonctionner, ce qui a effectivement généré des conflits. Donc, on va essayer de trouver une solution. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais essayer de changer des ports.
Donc là, je vais rajouter un partout, parce que c'est pas les uniques ports que je suis en train de les utiliser, hein. Espérons que cette fois, ne génère pas d'erreur. Alors, on va faire un down et un up. Voilà. Maintenant, c'est sans problème. Alors, je vais énoncer la commande ici. Donc, je vais demander d'exécuter un terminal. Voilà. Regarde, tout à l'heure, c'était pas fonctionnel. J'ai pas eu ce retour. Donc maintenant, c'est fonctionnel. Et de ceci, je peux exécuter mes commandes. Les commandes HDFS, DFS, c'est des commandes relatives uniquement à Hadoop. Donc c'est des commandes que je peux exécuter dans mon conteneur. C'est comme j'ai un vrai cluster ici, Hadoop, qui fonctionnait. Donc je vais demander de créer un répertoire sous HDFS. Donc HDFS, DFS, moi, un qu'à dire, et là c'est le nom de mon répertoire. Ça prend un peu du temps parce qu'il est en train d'écrire en distribué. Donc on va attendre un tout petit peu. On va préparer les autres commandes. Donc on va créer un petit fichier qui peut être bien sûr massif, pas forcément donc avec un seul mot, juste là pour tester les commandes. Donc on va créer un fichier test ici. Et après avec la commande de boot, on va mettre le fichier dans le répertoire que nous avons créé. Donc on va lister donc le contenu de notre répertoire. On va bien trouver donc le fichier qu'on vient de créer, les fichiers test. Le voilà. Donc on a bien notre fichier. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lire le contenu. Euh, j'ai l'impression qu'il n'est pas fait en connection. Ah, je vais vous dire c'est quoi le souci. En fait, il est en train d'essayer de connecter sur des ports qu'on a changé. Bon, juste, je vais exécuter les commandes, même si je sais que ça va pas donner le bon output comme je le veux. Donc il a fait le LS, mais c'est pas 100% fonctionnel comme je le veux. Et pour que ça soit fonctionnel à 100%, là, il faut que ça soit, soit vous supprimez tous les conteneurs. C'est possible. Moi, je pouvais nettoyer tous les conteneurs. Et après, quand je crée mon conteneur ici, je vais garder les bons ports. Parce que les ports, ils sont indiqués aussi dans la partie configuration. On a cette information qui est là. Donc, il faut garder, entre autres, les mêmes ports. Donc, si vous voulez avoir le bon résultat, pour vous, c'est différent parce que vous allez l'exécuter pour la première fois. Vu que je suis en train de faire des tests, c'est normal que j'ai eu ces erreurs. Donc, pour votre cas, donc là, vous n'aurez pas la même chose. Alors, dernière chose qu'on peut faire, on va tester donc l'environnement ici. Donc, on va mettre, je pense que j'ai rajouté un ici. Voilà. Et là, j'ai donc mes informations de Hadoop, le nombre des nœuds, le status ici, le stockage, combien j'ai d'espace libre. Donc, toutes ces informations, je peux les avoir à partir donc de la page d'accueil de mon Hadoop. Voilà. Ça, c'est des informations qui sont bien fonctionnelles. Alors maintenant, pour arrêter l'utilisation, donc là, vous allez utiliser donc la commande down. Alors, il faut sortir d'abord de terminal et après, il faut faire le down pour arrêter donc votre cluster. Donc, je reprends.
Donc votre cluster, il utilise tous ces machines, ils sont déjà là. Alors, ils sont bien fonctionnels avec une architecture, on va dire distribuée qui est bien implémentée. On a fait le test, on a pu faire quelques commandes ici de type HDFS sur le cluster. On a vu comment se connecter. On a dit on va se connecter avec la commande exec pour pouvoir exécuter une commande. Une fois que c'est fait, on peut exécuter les commandes et on peut même faire la supervision avec l'interface web. Donc pour voir l'état des nœuds, l'état de votre cluster, la structure d'une manière, on va dire, graphique avec du web. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au dernier TP avec Spark. Alors, ça c'est le dernier TP. Merci. Si vous pouvez faire du copier-coller, allez-y. Alors voilà ce qu'on va faire, s'il vous plaît. On va terminer le dernier TP. On va terminer le dernier TP. Après, si vous avez des questions, quand je vous demande de donner vos questions, essayez de faire du copier-coller, comme ça je les vois regroupées. Je vais essayer de répondre au maximum de questions. Alors pour terminer, donc là vous avez votre cluster Spark ici. Alors pour c'est la même chose. Donc on va essayer de monter un tout petit peu. On va créer un dernier TP qui est le Spark. Donc ici avec Spark, donc on a un autre fichier Docker Compose qu'on va utiliser. Donc avec Docker Compose, je vais vous montrer quels sont les types de nœuds qu'on va créer ici. Alors on va prendre ça. Donc vous avez une architecture comme d'habitude master worker avec un master de worker. Donc c'est une architecture plus simple ici, hein. Vous voyez, regardez, ça c'est le master et vous avez les workers qui sont ici. D'accord? Alors j'ai bien peur que je vais avoir le même problème parce que là j'ai déjà démarré mon service Spark. Alors au cas où on va trouver ce problème, j'aurai à changer les ports. Alors voilà, on va enregistrer. Alors, on va examiner un tout petit peu le contenu, un tout petit peu. Donc là, vous avez des images qu'on va utiliser, l'environnement, les ports qui vont être exposés. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les informations qu'on a. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on vient de créer donc le Docker Compose comme on a dit, et on vient de l'enregistrer. Et après, on va lancer le Docker Compose, voilà, avec moi. Alors, c'est c'est comme d'habitude, vous voyez que il me dit que c'est déjà utilisé. Alors, c'est pas grave parce que c'est déjà lancé. Hmm. Alors, je vais pas faire de la même manière que tout à l'heure en changeant les ports. Je vais directement utiliser mon conteneur puisqu'il est déjà fonctionnel. Alors, quand je vais faire le Docker PS, normalement, je vais avoir des choses concernant Spark. Alors, vérifiez avec moi. Ça, c'est le cluster, cluster, cluster. Voilà. Vous voyez, je commence à avoir mes Spark ici. Hmm. Voilà. Ça, c'est mes deux workers avec le nœud, on a dit, qui est le master. Voilà, les trois conteneurs qu'on a. Alors, on va essayer de naviguer vers le port 8080. Et l'autre problème, c'est... Ah, alors, le 80-80, c'est... alors, j'ai mis, je pense, 80-81. Parce que le 80-80, il est déjà utilisé par Nginx. Voilà, ça, c'est la page d'accueil de mon Spark. C'est le master ici, qui est déjà fonctionnel. Et il me dit quelles sont les applications qui sont en cours, quelles sont les applications qui ont été exécutées.
Là, j'ai une application qui a été exécutée avec PySpark, une autre application avec Spark Shell qui utilise Scala. Donc, j'ai déjà des informations, quels sont les nœuds qui sont fonctionnels. J'ai déjà un aperçu montrant les nœuds workers, montrant aussi les applications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de lancer une petite application de calcul de pi ici. Donc, comme d'habitude, c'est avec Docker exec. Alors, je vais faire du copier-coller et après expliquer la structure de commande. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, on va utiliser la commande Spark Submit. Donc, ça, donc, on va exécuter sur le Spark Master, sur le mot Spark Master, la commande Spark Submit. Et là, je vais indiquer c'est quoi mon master et je vais donner que je vais utiliser la classe principale qui est SparkPy et après je donne le chemin de mon fichier jar. Donc ça c'est un exemple d'exécution dans un cluster Big Data. Donc ça c'est du code Py, hein, Python. Alors il va faire des calculs parallèles et après il va nous donner le résultat de calcul de Pi. C'est un exemple très simple, hein. Là c'est le résultat de calcul de Pi qui va être fait avec calcul parallèle en utilisant donc le Spark. Alors une fois que on va attendre un tout petit peu la fin de calcul. Alors où on a le résultat, attendez. Voilà, ça c'est le résultat de calcul de pi. Et après, une fois qu'on a terminé l'application, on va fermer le contexte, on va arrêter le fonctionnement. Si on va revenir aux tâches ici, on va faire un rafraîchissement. Vous allez voir qu'il y a maintenant 3 applications. La dernière application, elle est de type PySpark. Donc, on vient de tester ça déjà. Et après, une fois qu'on a terminé, là, on va arrêter avec de la même manière, avec Docker Compose Down, donc pour arrêter notre cluster ici. Alors, dans le type des applications que j'ai choisi, j'ai essayé de diversifier un peu les choix. On a travaillé avec une image téléchargée directement à partir du Docker Hub. On a essayé de personnaliser, on a ajouté, on a modifié donc le index.html si vous vous rappelez dans Nginx. On a travaillé avec Dockerfile, donc on a créé une image personnalisée. Après, on a travaillé avec un conteneur instancié de cette image. Et après, on a travaillé avec un cluster Hadoop qui est un peu plus compliqué avec des fichiers de configuration qu'on a vu déjà. Et après, on a passé vers le Spark ici. Alors, j'espère ce qu'on a fait est clair pour vous. Je pense avec la partie pratique, c'est toujours plus clair. Euh, alors, si vous avez des questions, allez-y, hein. Si vous avez des questions, allez-y. Oui, oui. Surtout qu'il y a plusieurs composants. Alors, le big data, en fait, c'est c'est pas des structures, c'est des architectures. Merci à vous aussi. Alors, c'est des architectures qui sont dédiées pour traiter les données massives. Donc, il y a le Hadoop qui est utilisé dans ça, il y a le Spark qui est utilisé dans ça. Donc, l'objectif, c'est le traitement des données massives d'une manière distribuée. Merci à vous aussi. Exemple des données massives, ce qu'on a sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Alors, oui, vous aurez les exercices si vous voulez refaire ça. Juste, il faut demander sur le Drive. Attendez, je vous rappelle le lien de Drive. Il faut demander le Drive et comme ça, je peux vous autoriser. Vous pouvez faire les téléchargements des TP. Alors, attendez, je vous envoie ça. Mhm. Alors, oui, on peut avoir un environnement de développement, un environnement de développement, oui, c'est possible. Merci à vous aussi pour votre présence.
Oui, vous aurez votre drive juste après la présentation. Alors, déployer une application backend, oui, c'est possible. Et regardez, essayez de nous joindre dans la prochaine formation Kubernetes. Je vais essayer de créer deux clusters différents avec une architecture backend, front-end, avec une base de données MySQL. Et on peut les créer avec des conteneurs séparés. Je réponds à Yasmine. Et je vais penser à faire quelque chose d'intelligence artificielle, un cluster AI en parallèle. Alors, merci à vous aussi. Oui. Je vous laisse après le soin de faire les essais. Alors, la documentation, il faut demander ça, demander l'accès au drive. Oui, cluster, c'est plusieurs conteneurs qui vont communiquer entre eux. Oui. Comment? Je peux... d'accord. Alors, je n'ai pas la date exacte, ça va être en décembre, le mois de décembre. Pour Kubernetes, ça va être le mois de décembre. Merci, merci à vous. Mobile. C'est possible, mais j'ai pas testé. Le développement mobile, c'est possible, mais j'ai pas testé. Bon, c'est difficile pour moi à imaginer comment on va intégrer l'émulateur. Bon, il va falloir tester aussi. Les les documents de l'exposé, non, mais vous pouvez recevoir les documents DTP. Les certificats, ils seront envoyés par Huawei. Oui, ça, je vais l'accepter juste après avoir terminé la formation. Oh, back-end, front-end, voilà, donc ça peut être une application de type microservice. Non, 5G, non, non. La prochaine séance, ça va être communiqué parfois, oui. On n'a pas encore planifié. On sait que c'est décembre, mais on n'a pas encore planifié. C'est bientôt. Non, c'est une architecture plus compliquée. Mais non, le certificat après chaque formation. Merci à tout le monde. Les fichiers, il y a un lien Drive, il faut demander. Il faut demander pour recevoir les fichiers. Je vais voir encore une fois. Il y a un certificat, oui. Euh, pour répondre au quiz, il faut s'inscrire à la plateforme. Où il y aura un enregistrement. Il y aura un enregistrement dans YouTube qui va être communiqué. Alors, je m'arrête jusque-là. Je vous souhaite, comment? Je vous souhaite une bonne continuation. Et ça va être envoyé directement par Huawei. Donc merci beaucoup, à la prochaine et merci encore pour votre présence. Merci, merci. Alors n'oubliez pas de demander l'accès pour pouvoir avoir comment dire, avoir les fichiers pour pouvoir continuer à faire vos tests. Alors merci, à la prochaine, merci bien.